Alors, le rapport économique 2016, c'est sa 5e édition. Pour rappel, on le fait en français et en anglais, donc la traduction va suivre dans les prochaines semaines. Et il est organisé, comme vous le voyez à l'écran, donc avec d'abord un panorama de l'agroéquipement qui vous présente la taille des entreprises, la répartition du marché entre la fabrication, les importations et la distribution. Ensuite, le résultat détaillé avec les petits pictogrammes. Là, on s'est pas mal amusé avec Céline à la communication pour vous faciliter la lecture du rapport économique. Et donc là, vous avez un renvoi des pages avec les pictogrammes concernés. Et tout ceci pour vous faciliter la lecture du rapport, notamment un index avec tous les pictogrammes dont je vous parlais à l'instant et la liste de tous les graphiques et tous les tableaux qui sont présents dans ce rapport. Alors, dans le détail, si on rentre par exemple sur la famille des tracteurs, vous avez toujours la même présentation et la même structure de présentation. Vous avez en haut à gauche un encart qui vous présente les principaux indicateurs sur la production européenne, la production française, les variations. Dans le détail, la production européenne par produit dans cette famille, c'est le graphique en bas à gauche. Ensuite, sur la partie en haut à droite, vous avez les principaux pays acteurs des échanges mondiaux pour cette famille de produits. Et enfin, et c'est là où on a un changement notable, alors pas sur les données en tant que telles, mais sur la disponibilité des données, où on vous présente les immatriculations qui sont disponibles sur les parts de marché, notamment pour l'année passée. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez dans le rapport les parts de marché 2016. Alors, il y a quand même quelques changements qui se situent essentiellement dans la partie 3, sur la partie perspective, avec ce graphique qu'on aime bien et qu'on vous présentera par la suite sur les perspectives du marché français de l'agroéquipement. Et également, on a fait un focus sur les enjeux de l'agriculture française avec la rentabilité des exploitations et notamment hors subvention. Alors, la nouveauté dans ce rapport, c'est un le saviez-vous. On n'a pas voulu vous endormir avec un édito que personne ne lit, mais on s'est focalisé sur certains indicateurs et notamment sur l'agriculture, ce qui est sur la partie gauche, le blé qui représente 55% de la production de céréales en France, ou encore l'endettement des agriculteurs et des exploitations, où on atteint un taux d'endettement de 42% sur les actifs. Pour l'agroéquipement, sur la partie droite, un focus notamment, et je m'arrête que sur celui-là, sur la balance commerciale, mais Laurent vous en redira un mot tout à l'heure. Là, on vous a mis en lumière, sur l'année 2016, les principaux pays qui contribuent à la balance commerciale déficitaire. Notamment, on peut noter la Chine, qui est en 3e position. Et sur le détail par famille de produits, avec les espaces verts, la famille des espaces verts, et les matériels de récolte, notamment les moissonneuses-batteuses, pour lesquels nous n'avons pas ou peu de production en France. Vaste question. Patrick a dit qui sommes-nous? Où en sommes-nous? C'est aussi une bonne question. Alors, ça c'est une structure avec un petit escalier qui monte vers le sommet, là où il devrait y avoir de la lumière. On a un petit souci, même un gros, structurel, pardon. En France, où on a des entreprises dans l'agroéquipement qui sont petites, on reverra les chiffres par la suite, ou si vous avez déjà lu au préalable 86% de PME, qui sont souvent dans la difficulté pour la rentabilité et farcis de réglementations qui sont changeantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Il paraît que le changement, c'est maintenant, Président. Enfin, je dis ça, je dis rien, on avait dit qu'on ne ferait pas de politique, mais ensuite, on a une conjoncture qui est difficile, ou qui est, disons, elle aussi changeante, qu'il faut appréhender, avec des creux et des bosses dans les 15 dernières années qui commencent à avoir une certaine amplitude. Après, on a le climat qui fait des siennes, et l'année dernière, on était un mauvais exemple, du moins pour l'Europe, avec des variations de rendement qui ont été souvent catastrophiques, et en particulier en France. Et puis pour finir, on a quelques petits bouleversements sympathiques et techniques qui arrivent, qui sont le big data, la robotique, et qui vont nous donner un bon mal de crâne ces prochaines années. Préparez tous l'aspirine, parce qu'il va falloir y réfléchir.
Alors, pour revenir sur justement les éléments structurels et sur la production agricole, quelle est la tendance de fond ? En 15 ans, la production végétale, également la production animale en Europe, donc c'est la partie gauche du graphique, a augmenté d'environ 25%. Vous avez la France sur la droite, la France qui est la première puissance agricole. La France a progressé de 19% sur la production végétale et 9% sur la production animale. Et si on se concentre uniquement sur les céréales, donc on voit qu'en Europe, elle a progressé donc en 15 ans de 17% en Europe et de 14%, donc une variation très proche pour la France par rapport à l'Union européenne. Simplement pour comparer, vous avez des pays qui, sur cette période, sont nettement à la baisse et qui sont des gros producteurs de céréales également. Et dans le même temps, d'autres pays qui sont arrivés dans l'Union européenne et qui ont quasiment doublé leur production. Si on reprend les mêmes indicateurs, mais uniquement sur la variation 2015-2016, qu'est-ce qu'on constate ? Donc là, c'est bien l'élément conjoncturel qu'on veut mettre en évidence. On a la production de céréales qui a baissé en valeur de 14% pour l'Union européenne, et en France, elle a dégringolé de 31%. En parallèle, vous avez à nouveau l'Allemagne et l'Italie qui, elles, sont en baisse. En revanche, l'Espagne et la Pologne qui progressent de 5%. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que la variation de la production de céréales en Europe, si on enlève la France, elle n'aurait été que de moins 9% et pas moins 14%. Donc ça montre le poids de la France dans la production de céréales en Europe. Alors, juste pour rajouter que l'année dernière, là où on voit moins 9% sur l'Europe, dans le même temps, les 8 principaux pays exportateurs de céréales dans le monde étaient positifs. C'est ça qui a fait que les prix sont restés là où ils sont aujourd'hui, et malheureusement, ils n'ont pas remonté depuis. Derrière, dans un autre constat, quand on regarde l'endettement des exploitations en France, vous avez dans les petits bâtonnets bleus l'augmentation des actifs, donc on se dit c'est bien, nos entreprises ont fait croître leurs actifs, mais il se trouve que dans la même période, le taux d'endettement est passé de 35 à 42 points. Sur la dernière période, puisque là la période est relativement longue, c'est de 90 à 2014, si vous prenez 2008-2014 ou 2008-2015, les PME industrielles en France ont gagné 8 points de taux d'endettement, donc elles l'ont baissé. Ça veut quand même dire que sur la période, nos entreprises agricoles ont un taux d'endettement qui se dégrade. Et quand vous regardez l'endettement, là qui est le ratio endettement sur CA, chiffre d'affaires, la moyenne des entreprises françaises est à 91%. Et les chiffres varient d'environ 40%, c'est les catégories les plus basses, jusqu'à 130% pour les bovins. Donc on a une évolution d'endettement dans nos exploitations agricoles qui n'est somme toute pas très bonne. Igor, si tu veux bien appuyer sur le bouton. En comparaison, l'Allemagne, donc là c'est l'équivalent de la courbe en bleu. L'Allemagne a un taux d'endettement qui est nettement plus faible, même s'il a légèrement cru sur la période de 18 à 20,5%. Et au Royaume-Uni, il a baissé. Et si ceux qui étaient là l'année dernière se souviennent des 2 graphiques que nous avions produits pour comparer la France et les États-Unis, dans la même période, c'est passé de 40 à 8% sur les 2 dernières années au niveau du taux d'endettement, ce qui montre bien qu'on a une évolution chez nous qui est structurellement plus mauvaise que chez certains de nos concurrents. Donc une autre façon de l'illustrer, c'est par ce graphique, avec l'évolution des investissements en matériel, donc là par les exploitations françaises. Sur la période 90-2015, donc vous avez les bâtons bleus qui sont les investissements et la courbe rose qui vous montre un ratio, l'amortissement sur l'investissement, et ce qui montre la dynamique d'investissement au regard de ce qui est amorti par les exploitations françaises. Et donc ce qu'on peut constater, c'est que quand le ratio est à 100, c'est que globalement, les amortissements sont aussi importants que les investissements, donc il y a peu de dynamique d'investissement. Et c'est ce qu'on constate sur les 15 dernières années pour la partie française, et ce qu'on voit depuis un peu moins de 10 ans sur l'Allemagne. Champion de l'Europe, juste derrière le Danemark. On n'a pas la première place, mais on se tient très très proche au niveau de la balance commerciale. Donc là, vous voyez, le 0 est en haut, parce qu'on a toujours été négatif sur les 18 dernières années, puisqu'on peut remonter avant 2000, c'était bien pareil.
Alors la difficulté, c'est que ça représente pas loin d'1 milliard de moyenne et qu'on est les derniers quand on regarde au moins l'UE28. La cause, c'est pas qu'on importe de trop, c'est qu'on n'exporte pas suffisamment. Donc il faut qu'on arrive, et là je pense qu'on a un bon échantillonnage de représentation de la profession, il faut que nous arrivions tous à exporter plus pour faire en sorte que ces espèces de bâtonnets reviennent, si ce n'est vers zéro, au moins qu'ils progressent. Et si vous voyez une progression non négligeable entre 2013 et 2016, c'est un simple effet mécanique. C'est parce que le marché, on verra tout à l'heure les chiffres, le marché a baissé, les importations ont baissé, et comme dans le même temps, le reste du monde, toutes choses égales par ailleurs, avait à peu près le même volume, nous avons continué d'exporter, ce qui a naturellement fait baisser le chiffre, et on est revenu aux alentours de 700 millions sur l'année 2016. Donc le marché français des agroéquipements, au global, donc je le rappelle, c'est la production moins les exportations plus les importations, termine à 5 milliards d'euros en 2016. C'est une baisse de 8% par rapport à 2015. Et si on prend comme année de référence l'année 2013, où on était à 6,5 milliards, ça correspond à une baisse de 23%. Le marché français est d'autant plus sensible, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on a commencé à présenter au travers des slides qu'on vous a montrés, c'est que le marché français est d'autant plus sensible à la variation de la rentabilité de ses clients. Et ici, on vous présente la rentabilité des exploitations en Europe. Alors il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a le Royaume-Uni. Et on voit bien que sur les crises de 2009 et de 2013, la rentabilité des exploitations françaises a beaucoup plus baissé que dans les autres pays européens et qu'il s'en est suivi juste derrière un effondrement du marché des agroéquipements. C'était le slide juste avant. Alors j'avais été frappé par un calcul fait par Agritel, société qui fait des stats que vous devez tous connaître, et qui montrait le seuil de rentabilité des exploitations céréalières en France. Alors on s'est livré à une superposition, non pas hasardeuse, mais dans le temps. Vous avez là en bleu la courbe de la rentabilité des exploitations céréalières françaises hors subvention d'exploitation. C'est-à-dire qu'on a pris tous les indicateurs qu'on avait et on a, pour toutes les catégories d'exploitation agricole, on a enlevé les subventions d'exploitation dans le résultat. Et bien, comme par hasard, un bon paquet sont passées négatives. Et dans le même temps, on a superposé le cours des céréales sur la même période, qui est là en pointillé violet ou indigo. Et ben, tout simplement, vous avez à l'échelle de droite le prix des céréales. Donc vous voyez qu'au zéro, il y a 150 et vous avez 0%. Les céréales aujourd'hui, hors subvention d'exploitation, dont la PAC est la majeure partie, ne gagnent pas d'argent tant que le cours n'est pas supérieur aux environs de 160 €, voire 200 €. Ça dépend après du rendement moyen que vous prenez et donc de la zone géographique où vous êtes en France, parce qu'il y a une disparité assez forte entre les régions. Et derrière, quand on regarde l'ensemble des exploitations, vous avez vu apparaître en haut le vert et en bas le bleu. Dans la constatation générale, en gros, ceux qui sont subventionnés ne gagnent pas ou plus d'argent, et ceux qui ne sont pas subventionnés ou peu subventionnés en gagnent. En vert, vous avez la viticulture, qui n'est quasiment pas subventionnée, qui a vécu une crise il y a déjà maintenant une quinzaine d'années, mais qui s'est bien assainie depuis et qui continue de gagner de l'argent. En bleu clair, là on ne vous a pas tout mis, vous avez l'ensemble des courbes dans le rapport économique. En bleu clair, vous avez les bovins viande, qui eux sont au fond du trou depuis l'année 2000, toujours hors subvention d'exploitation. Avec subvention, pour une bonne partie, ils en gagnent, mais les résultats sont faibles. Donc on a vu les clients en France. Ici, on vous montre l'évolution des investissements agricoles par région. Donc on voit bien qu'il y a une explosion des investissements en Asie, même si elle s'atténue en fin de période, également en Amérique, et qu'il y a des potentiels importants, notamment dans ces pays où il y a une faible mécanisation et où la population est en forte croissance. Et en Europe, ça stagne. Le détail par pays. Donc vous avez dans les courbes bleues et vertes la France et l'Allemagne, ce sont les principaux investisseurs en matériel. Et on voit même une tendance plutôt à la baisse
pour l'Italie et pour l'Espagne. On vous met souvent ces 5 pays, parce que ces 5 pays, en termes de production et d'agroéquipement, représentent environ 70% de l'Europe. Alors, revenons à la France et donc aux entreprises de l'agroéquipement que vous êtes en majorité. Vous êtes très fortement des petites et moyennes entreprises, à 86%. 50% même d'entre vous réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 30 millions d'euros. Et ce qu'on a vu et ce qu'on voit, c'est qu'il faut grossir pour continuer à exister demain. Vaste challenge. Alors là, on vous a remis, parce qu'on vous le met depuis un certain nombre d'années, et là, on a 2015. Malheureusement, on n'a pas des chiffres statistiques sur 2016 qui mettent un certain temps à sortir, mais pour refaire un constat. Les fabricants qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 30 millions, sur la période 2005-2015, donc une dizaine d'années, ont perdu 6 points dans le ratio excédent brut d'exploitation sur valeur ajoutée. Les importateurs inférieurs à 30 millions, ils ont fait un peu mieux, ils ont perdu 18 points, rien que ça. Et les fabricants supérieurs à 30 millions ont perdu 23 points. Ah, ça commence à faire mal. Parce que soit c'est l'excédent brut d'exploitation qui s'est cassé la figure, soit c'est la valeur ajoutée qui a foutu le camp, ou qui a été sous-traitée, ou qui a disparu dans le ratio, soit les deux. Mais dans tous les cas, ce sont des chutes impressionnantes. Et l'effet de cliquet auquel on assiste, c'est que quand les matières premières baissent, autre sujet que j'avais développé pour les CIMA, je ne sais plus quoi, Awards, le pétrole a baissé, le caoutchouc a baissé, le gaz pas encore, l'électricité a stagné. Bref. Quand les matières premières baissent, nous, qu'est-ce qu'on essaye? C'est de récupérer nos marges. C'est normal, ça fait partie du mécanisme. Et quand elles augmentent, comme on ne veut pas perdre ce qu'on a récupéré, on augmente nos prix. Et là, on a un effet de cliquet qui est dans toute la chaîne, parce que chacun reconstitue ses marges. Je ne suis pas persuadé que les fournisseurs de composants fassent mieux que nous, depuis la crise de 2008, vu qu'ils étaient à la fin d'élastique. Et cet effet de cliquet est quand même assez important au global. Le seul point positif de tout ça, vous regardez le petit pointillé, il y en a un qui redresse un petit peu la tête. Ce sont les fabricants qui exportent plus de 30%. Ils n'ont baissé que, entre guillemets, de 4 points, même s'ils sont passés par des grosses vagues. Et ils sont en progression sur 2015. C'est le seul chiffre positif qui apparaissait dans les statistiques. Il faut quand même le noter. Et le noter en cohérence avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la seule façon de faire grossir nos entreprises et d'améliorer leur rentabilité, entre autres au travers de ce ratio, c'est d'exporter. Tampon de la Poste faisant foi. Les entreprises donc, de l'agroéquipement s'adaptent, on l'a vu, vous le faites avec les marges. Une autre façon d'illustrer ce propos, c'est à travers les volumes de production. Et on voit les volumes produits en machines agricoles, la courbe verte. Alors même si sur longue période, depuis 1990, en tendance, elle est plutôt linéaire et assez droite, on voit des formidables écarts, et notamment sur l'année 2008, à la hausse, sur l'année 2010 à la baisse, et enfin la reprise avec 2012-2013 où on a de nouveau une bulle avec une progression des volumes de production. Tout ceci se traduit heureusement sur l'accroissement du chiffre d'affaires en tendance, et également quand on le compare avec l'industrie dans son ensemble et les machines équipements, où encore on voit que sur la période 2012 à 2016, globalement, le chiffre d'affaires des entreprises a été nettement supérieur au reste de l'industrie. Graphique de la mort. Alors on aime bien ce graphique. Ici, on vous présente l'évolution du marché français. Et le marché français, alors il y a la projection sur 2017, il est guidé par les cours mondiaux, on l'a vu, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et également au niveau des rendements. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que la loi Macron a créé une bulle sur l'année 2016, et c'est ce qu'on illustre là. Et donc, mécaniquement, il y a eu un effondrement du marché sur le deuxième semestre 2016, qui était notamment lié à la loi Macron. Alors, deuxième graphique, de la mort qui tue. On a positionné la prévision AXEMA sur le marché français avec le solde d'opinion du baromètre du CEMA, donc
le solde d'opinion sur les dirigeants d'entreprises européennes, mais uniquement pour le marché français. Et qu'est-ce qu'on constate? Alors même si on est sur des échelles différentes, on est sur un solde d'opinion pour le baromètre du CEMA et on est sur une variation pour le marché français, néanmoins dans le temps, les courbes sont quasiment calées l'une sur l'autre, à la différence près donc d'un décalage temporel qui est lié au simple fait qu'on demande la prévision du chiffre d'affaires sur les 6 prochains mois pour le baromètre du CEMA, donc elle est avancée de 6 mois, et également sur les amplitudes, parce que sur le solde d'opinion du CEMA, on neutralise ceux qui déclarent une stagnation du chiffre d'affaires. Et donc, quand vous avez plus d'optimisme sur la variation, eh bien vous avez cette courbe qui augmente nettement plus, identique pour la baisse et le pessimisme, notamment sur la période 2014-2015. Alors, à noter, tu peux revenir. Regardez la fin sur 2017, vous voyez un tout petit bout de la courbe verte qui est positif. Rappelez-vous, c'est une variation. Et simplement, si vous revenez sur le graphique précédent, voilà, ce graphique-là s'est avéré vrai à peu de choses près. On n'avait pas anticipé la loi Macron quand on avait fait la prévision, mais ce graphique s'est avéré vrai à peu de choses près sur les 3 années précédentes. Donc normalement, je ne dis pas qu'il faut avoir une confiance absolue, parce que bien évidemment, il y a des incertitudes là-dessus, mais il y a quand même un redressement hors récolte pourrie ou excellente, bien évidemment. On va dire excellente en prévision, hors récolte ou effet récolte. Il y a une conjonction qui devrait s'améliorer sur fin 2017. Autre élément de tendance qu'on vous présente ici, c'est l'achat de prestations de services, donc c'est-à-dire le développement des services réalisés par les exploitations agricoles. En France comme en Allemagne, on peut voir que par rapport à 2004, le chiffre et les dépenses de prestations de services ont quasiment doublé. Ces dépenses, elles incluent les travaux agricoles et également la location de machines. Si on rapporte l'achat de prestations de services à la production agricole, donc on a un ratio qui était à 3% dans les années 90. Aujourd'hui, on est à 6% de la production agricole. Ça fait quand même 4 milliards. Ça fait beaucoup. Et si vous notez, jusqu'à présent, on vous a toujours montré des courbes en yo-yo qui font des plus et des moins. Notez la rectitude de la courbe. Et a priori, il n'y a rien qui nous dise que ça va s'arrêter. Donc là, il y a un chiffre d'affaires qui s'améliore en permanence et qui devrait continuer de s'améliorer. On va voir dans quelles circonstances éventuelles. Un petit train. Un train que j'ai appelé Big Data, dans lequel ce phénomène-là est médiatisé depuis pas mal de temps. Alors il est médiatisé principalement d'abord dans le grand public, parce que c'est là où on a les plus gros acteurs, mais il commence à se médiatiser dans l'agricole, parce que chacun voit l'avantage qu'il y a d'abord à collecter des données, à les mettre dans un sandwich et à compresser le sandwich pour regarder ce qu'on va pouvoir en tirer. Alors, une première chose, c'est que si aujourd'hui on commence à nourrir toutes les données, c'est une chose que d'avoir les données dans l'ordinateur, c'est autre chose que de trouver la corrélation entre les différents paramètres. Un certain nombre de sociétés s'y attaquent, mais ça va prendre un certain temps pour arriver au bout. Quand vous regardez les noms des sociétés, alors vous en connaissez sûrement certaines, qui sont soit françaises, soit proches de la France, mais malgré tout, les gros acteurs aujourd'hui sont aux États-Unis. Alors gros, pas par l'embonpoint, mais gros par le chiffre d'affaires ou par l'activité. Certains d'entre eux sont directement liés aux GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, qui ont, eux, racheté des sociétés, soit de climatologie, soit racheté des sociétés statistiques, et qui se sont mis là-dedans, et qui, entre autres, se sont mis dans l'agricole. Nous avons des startups en France. Quand je dis « ne ratons pas le train », c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que l'on définisse d'abord la façon dont ça fonctionne, à qui appartiennent les données. Pour l'instant, ça n'est pas tranché. C'est un sujet que le gouvernement actuel avait mis sur la table, mais ça n'est pas tranché. Deuxièmement, comment peut-on faire en sorte que les startups en France grossissent pour avoir une place significative au niveau européen, si ce n'est mondial? On a quelques acteurs, au moins un que je ne vais pas citer, qui est en passe de grossir. Et donc, ne ratons pas ce train-là, parce que nous avons une démarche, et au titre syndical, et au titre, alors peut-être du lobbyisme que nous devons faire vis-à-vis de l'administration, pour faire en sorte que
ces données s'organisent et que chacun puisse participer à l'affaire. Ensuite, une autre question ouverte, parce que ce n'est pas toujours facile de trouver des questions, mais c'est un article de presse récemment qui m'a interpellé sur des machines vert, olive, quelque chose comme ça. Demain, nos machines seront-elles plus grosses ou plus petites? C'est une question. Ces machines seront-elles plus robotisées ou ferons-nous plus confiance à l'humain pour certaines choses? Tout à l'heure, on parlait de la progression du service, ce qu'on appelle dans le jargon les OAD, où le conseil sera certainement demain un conseil fortement numérisé par rapport à toutes les informations que nous aurons. Et donc ces questions-là restent ouvertes. Je ne prétends surtout pas avoir la solution, probablement un peu des deux, mais simplement pour noter, regardez simplement toutes ces sociétés, elles interviennent en France. Elles sont soit dans l'élevage, soit dans la vigne, soit dans le maraîchage. La grande culture commence à avoir certains principes ou certaines machines arrivées. Et donc, il est important que nous réfléchissions à la façon dont tout ceci va s'organiser, parce que je le rappelle, il n'y a pas encore de normes sur les robots, et il va falloir qu'on ne se fasse pas imposer par les Américains, qui pour l'instant sont à peu près les seuls à réfléchir sérieusement. Alors je sais qu'il y a des initiatives quelque part dans nos instituts, mais il faudra qu'on ne perde pas le fil de cela. En conclusion, nous sommes tous des dirigeants ou des chefs d'entreprise, et à ce titre-là, nous sommes assis sur un fauteuil où vous avez 4 pieds. C'est mieux pour éviter de se casser la figure. Un, qui est notre responsabilité de dirigeant au sens social, ou vis-à-vis de nos clients, vers l'intérieur, vers l'extérieur. La deuxième, c'est de gagner de l'argent. Parce que si nous ne gagnons pas d'argent, nous ne pouvons pas réinvestir, nous ne pouvons pas améliorer la formation, les conditions de travail et tout ce qui va bien. La troisième, c'est l'environnement, parce que ça serait bien qu'on laisse à nos enfants, aux petits-enfants, une terre qui soit pas trop moche, qui soit sympathique à vivre. Et puis la dernière, qui est la relation, et au titre du syndicat, c'est important que nous évoquions une relation franche, sympathique, on peut mettre tout un tas de qualificatifs, que ce soit dans les GPM, dans les commissions et dans le cadre de réunions comme celle-là, parce que cette relation nous permet de progresser tous ensemble et c'est vraiment important. Voilà, donc si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition.